Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Tout comme la semaine dernière, le marché aujourd'hui a vu rouge. La plupart d'entre nous, j'imagine, avons vu notre portefeuille subir un petit régime minceur en raison de la baisse généralisée des cours sur les marchés. Le Dow Jones a baissé de 1,63%, le S&P 500 de 2,04%, le Nasdaq de 2,83% et le Russell 2000 de 2,32%. Sans surprise, l'indice de volatilité, le VIX, était en hausse de 23,29%. De voir les marchés chuter de cette façon, ça peut être inquiétant, surtout si vous êtes débutant en bourse. Mais pour ma part, je suis heureux de voir du rouge comme ça. Plusieurs entreprises étaient en baisse de 3, 4, 5 et même 6% durant la journée. Ça commence à sentir bon. Évidemment, le pire sentiment en bourse, c'est de voir les marchés chuter et de ne pas avoir de liquidité, de munitions pour pouvoir faire des achats. C'est pour cette raison que je suis toujours prudent lorsque je commence à faire feu. Je vise les entreprises que j'ai en mire depuis longtemps et je tire de façon réfléchie, une balle à la fois, pour éviter de me trouver à court de munitions une fois l'entreprise à genoux. On ne sait jamais combien de temps la chute des marchés va durer. C'est pour cette raison que je préfère acheter par phase plutôt que d'y aller tout d'un coup. Autrement dit, je tire des salves au lieu de décharger mon chargeur d'un coup. Pour ce qui est de la baisse de 2%, c'est rien pour m'exciter le poil des jambes. Le S&P 500 est seulement en baisse de 4,3% par rapport à son sommet historique. On pourrait avoir une baisse de peut-être 7-10% sur le S&P. Ça ne peut que faire du bien à mon humble avis. Pour ceux qui ont vécu 2020, on a eu des journées où le S&P a baissé de 7% en une seule journée. C'est pour ça qu'après avoir vécu des journées aussi intenses, tu développes une espèce de résilience assez forte par rapport aux chutes du marché. Maintenant, la question, c'est pourquoi les marchés tourne au rouge. Dans ce cas-ci, selon moi, c'est difficile de mettre le doigt sur un événement particulier qui secoue les marchés. On parle beaucoup plus d'un amalgame d'événements en développement que d'un seul élément. Le hic, c'est que ce regroupement d'éléments perturbateurs provoque son lot d'incertitudes sur les marchés. D'abord, il y a toujours l'affaire Evergrande en trame de fond qui n'est pas encore réglée. Le précédent paiement d'intérêt aux créanciers d'entreprises immobilières chinoises n'a toujours pas été fait et le même sort risque d'arriver au prochain paiement dû à la fin de la semaine. La question en suspens, c'est celle de la solidité du marché de l'immobilier chinois qui compte, je le rappelle, pour environ 30% du PIB de la Chine. En ville, près d'un travailleur sur 5 œuvre dans un domaine lié à l'immobilier. Quand vous avez un des plus grands promoteurs immobiliers en Chine qui fait faillite, ça ne vous donne pas envie d'investir dans l'immobilier compte tenu de l'état du marché. Déjà, en août, les ventes de maisons étaient en baisse de 20% en Chine. Non seulement l'immobilier est un secteur névralgique de l'économie chinoise, mais près de 80% de la richesse des Chinois est basée sur la valeur de leur propriété comparativement à 35% pour les Américains. Cette bulle immobilière est le résultat d'une surconstruction financée par de la dette. Ce qui est ironique, c'est qu'ici, on parle de crise de logement essentiellement parce qu'on ne construit pas assez d'habitations, alors qu'en Chine, il y a un surplus d'habitations. Il est estimé que plus de 90 millions d'unités sont vacantes au pays du milieu, assez pour y loger l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie ou 2 fois le Canada en entier. Si les prêts s'arrêtent en raison d'un endettement trop élevé selon Beijing, que la bulle immobilière se dégonfle, que la construction ralentit et que la demande faiblit en raison de l'incertitude dans le secteur, la Chine pourrait voir son PIB amputé de 5 à 10% selon certains économistes. C'est toute la population qui verrait une baisse de leur richesse en Chine due à l'effondrement des prix de l'immobilier. La Chine étant le moteur de la croissance mondiale, les répercussions se feraient sentir à l'échelle du globe sans aucun doute. Beijing tente d'éviter une faillite nette et sec d'Evergrande, mais il n'est pas dit qu'un ralentissement économique ne soit pas envisageable, même si l'affaire Evergrande ne finit pas en queue de poisson. Parallèlement à ça, vous avez la mascarade au Congrès américain. Républicains et démocrates sont dans un bras de fer par rapport à la levée du plafond de la dette américaine, ce qui met en péril la solvabilité du pays. Vous devez savoir qu'aux États-Unis, il y a une loi qui limite l'endettement du pays qui a été introduite au cours de la Première Guerre mondiale. Clairement, la loi remplit mal sa fonction de limiter les dépenses votées par le Congrès parce que le plafond a été relevé à de multiples reprises et la dette américaine est à ce jour autour de 28 trillions de dollars américains. Bref, pour que de nouvelles dépenses soient votées, le plafond de la dette doit être relevé, sinon les États-Unis ne pourront plus rencontrer leurs obligations financières à l'égard des salariés de l'État fédéral. Par ailleurs, le pays se retrouverait sans fonds pour repayer le capital de leur dette arrivant à échéance et l'intérêt sur les obligations en circulation.
En conséquence, les États-Unis seraient en faillite technique. Évidemment, un tel scénario serait catastrophique sur les marchés financiers, je n'ai pas besoin de vous le dire. Par contre, les probabilités que ça arrive sont plutôt faibles à mon humble avis. Selon Janet Yellen, la secrétaire du Trésor américain, le pays sera à court d'argent le 18 octobre prochain. Autrement dit, les politiciens doivent s'entendre d'ici là. Sauf que d'un côté, vous avez les républicains qui ne veulent absolument pas relever le plafond de la dette dans le but de permettre les dépenses prévues de 3,5 trillions des démocrates qu'ils jugent extravagantes. De l'autre côté, vous avez les démocrates qui affirment que la dette doit être relevée pour payer les dépenses engagées par la précédente administration. Peu importe quel sera le dénouement politique de cette affaire, l'incertitude quant à la potentielle insolvabilité du plus grand émetteur de dette au monde n'est pas une mince affaire pour les investisseurs et ça fait certainement bouger les pions sur la table de jeu. Par-dessus tout ça, vous avez toujours les craintes liées à l'inflation, les problèmes d'approvisionnement et les prix de l'énergie qui continuent de monter. En audience devant un comité du Congrès, Powell s'est fait cuisiner par rapport à l'inflation qu'il s'obstine à qualifier de temporaire. Plusieurs membres du Congrès, surtout républicains, ont questionné la capacité de la Fed à prévoir, mais aussi à maîtriser une inflation qui devient de plus en plus permanente. Powell nous a servi les réponses habituelles, mais reste que la perte de contrôle de l'inflation est toujours un risque sur les marchés. Puis, le tapering qui s'annonce pour la fin de l'année fait déjà bouger les taux obligataires. Le 10 ans est remonté à 1,54 assez rapidement en prévision du retrait de la Fed du marché des obligations. Lorsque vous voyez le rendement des obligations monter, presque automatiquement, vous verrez le prix des actions chuter. C'est ce qu'on a vu se produire aujourd'hui. Sans compter que l'incertitude pousse les investisseurs à se réfugier dans le dollar américain qui connaît une belle remontée depuis le début de l'été. Finalement, combien de temps l'orage va durer, personne ne le sait. L'important, c'est d'être prêt. Si vous n'êtes toujours pas investi en bourse, ce serait peut-être le temps de le faire. Vous pouvez utiliser mon lien dans la description pour vous inscrire à Wealthsimple et recevoir gratuitement 2 actions valant 25 $. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire quel est selon vous l'élément qui secoue le plus les marchés financiers présentement. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.